Est-ce que les déchets spatiaux vont nous tomber sur la tête? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans un nouveau stand-up avec Christophe Bonal du CNES. C'est parti, jingle. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Alors généralement les autres arrivent à vous faire rêver, un peu à regarder des trucs. Moi je suis beaucoup plus terre à terre. Je m'occupe d'un machin qui nous gêne beaucoup, c'est les débris spatiaux. Au-dessus de nos têtes, on a plein de cochonneries qui nous posent des problèmes. Je vais vous l'expliquer très rapidement. Donc voilà. Si on regarde par exemple l'évolution de la masse de ce qu'on a au-dessus de nos têtes, depuis Spoutnik, dont on fêtait l'anniversaire hier, le 4 octobre 57, et puis on est monté. Aujourd'hui, on en est à 8000 tonnes. Alors 8000 tonnes, c'est quoi 8000 tonnes 8000 tonnes, c'est la masse de la Tour Eiffel, subdivisée en petits morceaux, au-dessus de nos têtes, dans l'infini qui nous entoure. Si on regarde le nombre d'objets, le nombre également, depuis 57 a augmenté. On en est à peu près à 20 000 gros objets catalogués. Catalogués, ça veut dire on les connaît bien, ils ont un nom, on connaît leur orbite, on sait où ils seront demain. Et si vous regardez bien attentivement, on a eu quelques événements rigolos, avec des montées comme ça, paf. D'un coup, là, on a pris 4000. 4000, là, c'est une collision en orbite sur un gros satellite chinois. Là, il y a eu plus 2000, qui était la rencontre d'un satellite de télécommunications américain avec un vieux satellite russe. Et donc aujourd'hui, on estime qu'on a à peu près 34 000 objets au-dessus de nos têtes, dont 20 000 qui sont 19 000 qui sont catalogués, qui sont connus. Si on regarde un peu à quoi ressemblent ces 20 000 objets, en fait, donc ça c'est notre camembert, ça s'appelle un camembert. Voilà. On en a 10% qui sont fonctionnels, c'est-à-dire qui servent à quelque chose. Tout le reste des objets, 90%, c'est des débris. C'est des gros satellites, des vieux étages supérieurs de fusées, des débris issus des opérations, des fragments issus des collisions, issus des vieillissements. Donc il n'y a que 10% de satellites qui sont actifs au-dessus de nos têtes. Bon, et puis après, si on regarde là, donc c'est 20 000 de la taille à peu près d'un pamplemousse. Si on diminue au point de vue de la taille, il y en a beaucoup plus. 900 000 de plus de 1 cm, 130 millions à peu de choses près, de plus d'1 millimètre, etc. Au total, bon. Alors, en quoi est-ce qu'ils nous gênent? Ils nous posent deux problèmes. D'abord, quand ils sont au-dessus de nos têtes, à un moment ou à un autre, ils sont freinés par le résidu d'atmosphère qui est au-dessus de... Dans l'atmosphère, on a toujours un petit peu de molécules qui freinent les objets. Et on montre en mécanique spatiale que quand on freine, on descend. Donc tous les objets redescendent doucement, de plus en plus vite, vers la Terre, où ils brûlent dans l'atmosphère. Alors ils brûlent pas mal, ils brûlent plus ou moins bien, ça dépend ce qui brûle. Il y a des tas de trucs qui fondent très bien et qui se fragmentent bien. L'aluminium, ça fond très bien. Il y a plein de trucs qui survivent bien à la rentrée du titane, par exemple. Le titane, c'est un point de fusion qui est très élevé. Donc ça survit à la rentrée et ça impacte la surface du globe. On estime qu'il y a 1 ou 2 objets de la taille du poing qui rentrent chaque jour. Mais surtout, on estime qu'on a un satellite ou un étage entier qui rentre au moins une fois par semaine. Donc il faut imaginer, on a à peu près un étage qui rentre ou un satellite qui rentre chaque semaine et dont 20%, 10 à 20% de la masse survit et impacte la surface du globe. Alors, heureusement, la surface du globe, c'est quoi? Il y a 71% d'océans et de mers, etc. Puis il y a 10% de désert, puis il y a des savanes, puis de moins en moins, mais il y en a quand même, etc. Donc on estime qu'il y a à peu près 3% de la surface du globe qui est densément peuplée. Donc heureusement, à ce jour, il n'y a jamais eu de victimes, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, par exemple, voilà quelques exemples. Donc là, c'est vraiment... la chasse aux débris nous mène un peu partout dans le monde. Là, c'est dans le désert, là c'est en Indonésie, là c'est des morceaux de Falcon 9, ça c'est au Mexique, etc., etc. Notre bestiaire d'objets s'enrichit énormément. Ça, par exemple, celui-là, je l'ai dans mon bureau. C'est une sphère qui fait 50 kg, 1 mètre de diamètre en titane, qu'on a récupéré chez une brave dame en Ouganda. Voilà, elle a été un peu surprise. Le deuxième problème qui nous inquiète, c'est les objets là-haut
peuvent rentrer en collision les uns avec les autres. Et donc, quand on a une collision à des vitesses orbitales, c'est-à-dire 30 000 km à l'heure, et en fait même c'est beaucoup plus parce que c'est des vitesses relatives qu'il faut prendre en compte. L'énergie cinétique pour les plus doués là-dedans, c'est 1,5 de MV2, donc le carré d'une vitesse phénoménale, ça donne des effets terribles. Un débris de 1 mm, comme ça, c'est l'énergie d'une boule de bowling lancée à 100 km à l'heure. Un débris de 1 cm de rayon, c'est Malaguna à 130 km à l'heure. Donc ça fait des dégâts phénoménaux. Et ça peut tout à fait tuer un satellite. On peut avoir des impacts tout à fait significatifs. Voilà quelques exemples d'impacts qu'on a eu, notamment sur la station internationale. Et puis par exemple, les fenêtres de la navette américaine étaient très fréquemment frappées de débris. Ici, on va voir si lui, il marche. Ouais, non, on va essayer là. Voilà, on lui donne une chance. Non, il y avait une vidéo qui était sympa, mais qui ne marche pas. Donc, alors, le truc qui nous gêne avec les collisions, c'est que finalement, on a deux phénomènes antagonistes. Primo, on recrée des débris, parce qu'on lance, et il y a des collisions, etc. Secondo, on a un nettoyage naturel dû à l'atmosphère. Donc ça, c'est bien. Et évidemment, on a un déséquilibre quand il y a plus de génération que de retrait. Par exemple, en 2018, on a eu 588 nouveaux débris en orbite. Il y en a eu 233 qui sont rentrés. Donc ça veut dire que la population a augmenté de 588 moins 233. Évidemment, c'est comme ça que ça continue à monter. Et là, ce qui nous gêne le plus, c'est on se dit qu'on peut avoir une espèce de réaction en chaîne, c'est-à-dire même si on arrêtait complètement de lancer plus aucune activité spatiale, ce serait pas très bon pour mon business, mais plus aucune activité spatiale, rien que la collision mutuelle entre les objets ferait qu'on continuerait d'avoir une population qui augmente. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la simulation qui est faite ici qui montre que même si on arrêtait complètement tout lancement à cette date-là, la population continue d'augmenter. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Kessler, qui a été célèbre dans le film Gravity, où une collision génère des tas de débris qui eux-mêmes vont régénérer des débris, etc., etc. Bien, ça nous fait un petit peu peur. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Le fondamental là-dedans, et ça c'est mon boulot quotidien, c'est essayer de légiférer, d'avoir des lois au niveau international, des bonnes règles bien partagées par tout le monde, de manière à ce que tout le monde respecte des codes pour essayer d'être propre. Les règles sont très simples et assez intuitives. Ne générons pas des débris en connaissance de cause. Il est interdit de détruire des satellites volontairement. Et pourtant, il y en a eu une 60aine. Donc il faut pas de destruction volontaire. Il faut éviter d'exploser en fin de mission. Pour ça, sans rentrer dans les détails, mais quand on a fini avec un satellite ou un étage, il faut le vidanger complètement. Il faut virer tout le carburant, la pressurisation. Sinon, au bout d'un moment, il va exploser. On définit 2 zones protégées. Les 2 zones les plus précieuses autour de la Terre. Et finalement, dans ces 2 zones-là, il ne faut pas rester trop longtemps. On définit qu'il ne faut pas y rester plus de 25 ans. Sinon, si on ne fait pas attention, par exemple un objet qui est à 1000 km d'altitude, si on n'y prend pas garde, il est là-haut pour 1000 ans. Donc évidemment, ce n'est pas très bon. Il faut éviter les collisions quand c'est possible, minimiser le risque de victime au sol. Voilà. Et donc on a tout un jeu de réglementation au niveau international qui tourne bien. Éviter les collisions quand c'est faisable, c'est vraiment très compliqué. C'est quelque chose que font très bien mes collègues de Toulouse, au centre orbitographie opérationnelle à Toulouse, et où ils protègent nos satellites quotidiennement contre les risques d'impact. Il faut savoir par exemple qu'il y a eu quand même, en 2018, on a eu 3 millions d'alertes collisions. C'est quelque chose, c'est un vrai boulot. Après, on peut aller nettoyer les orbites, de manière à retirer les plus dangereux de là-haut. C'est ce qu'on appelle le retrait actif de débris. Ça, c'est assez amusant. Ça ressemble un peu à de la pêche au gros. Donc, on a des harpons, on a des filets, on capture et on redescend. On ne l'a jamais fait. On a fait quelques démonstrations en vol de manière à vérifier que ça marche, mais c'est tout. Voilà, quelques exemples. On peut avoir des ballons pour freiner davantage et redescendre très vite. En planche de conclusion, quelques inquiétudes, mais je pense qu'on va en parler ensemble. D'accord. On va faire ça, mais vous pouvez terminer. Alors, en conclusion, retenez juste que ça fait 30 ans que je m'occupe de ça, et quand même, j'ai encore quelques inquiétudes sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Bonal. Allez. Rejoignez-nous. On va continuer de discuter
Oui, on peut vous applaudir parce que vous avez résumé beaucoup de choses en très peu de temps. Et ça c'est pas mal. Alors, vous êtes ingénieur au CNES, expert des débris spatiaux. Venez à côté de moi, ce sera plus facile pour discuter. Et vous présidez la section débris de l'Académie internationale d'aéronautique. Alors, d'astronautique, en plus, c'est ce que j'ai écrit. Pour commencer la discussion, vous prenez le rouge parce que votre micro, vous serez mieux. 1, 2, 3. Est-ce que la conclusion que vous alliez faire et qu'on vous a un petit peu coupé, c'est d'ici 50 ans, il faut peut-être s'inquiéter de ce qui va se passer au-dessus de notre tête? Non, d'ici demain, il faut D'ici demain. Ouais, d'ici demain. Ouais. On a 3 motifs d'inquiétude significatifs, voire les 4. Ouais. Le premier, c'est que ma fameuse réglementation dont je parlais ici, elle est très mal respectée. On la respecte dans 20% des cas, dans le meilleur des cas, 20% des satellites, 20% des missions respectent la réglementation. Alors forcément, ça aide pas. Le deuxième truc qui nous inquiète, c'est qu'on a une myriade de petits satellites. C'est mignon, ça s'appelle des CubeSats, c'est des petits satellites qui font 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, qui sont très faciles à faire. Maintenant, toutes les écoles d'ingénieurs ont ça, et donc c'est pas cher, et donc on en lance 500 par an. Et donc ils sont petits, ils tombent en panne très vite, ils n'ont pas de propulsion, donc ils ne peuvent pas éviter les collisions. On ne sait pas vraiment où ils sont parce qu'ils sont trop petits. Ça nous gêne. Troisième truc, il y a ce qu'on appelle les méga-constellations, qui sont les trucs d'Internet qui sont en train d'arriver. Hein, les OneWeb. Alors, c'est tous les géants des GAFA qui se mettent à envoyer beaucoup de satellites d'un coup. Voilà. Hein, donc l'idée, c'est il y a la moitié de la population terrestre qui n'a pas accès à Internet. Donc on va le leur fournir. Donc pour ça, plutôt que de tirer des câbles partout ou d'avoir des antennes partout, on le fait depuis le ciel, depuis l'espace. Et donc on fait une coque de satellites. Alors, par exemple, OneWeb, il y a 1000 satellites. Mais SpaceX, il pense y mettre 12 000 satellites. Alors SpaceX, c'est qui? C'est Elon Musk, c'est ça? Elon Musk, c'est le milliardaire américain. Il est en train de développer une... Et alors là, forcément, s'il respecte la règle du jeu, ça marche. S'il ne la respecte pas, on est mal. Alors attendez, parce que j'ai l'impression quand même qu'on est en train de... Il y a comme une limite entre ce qu'on faisait avant et ce qu'on va commencer à faire. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait 1, 2, 3 satellites. Maintenant, on va en envoyer 1000, vous disiez, d'un coup, par le même constructeur, pour un but qui est complètement différent de ce qu'on faisait avant. Voilà, et c'est pour ça que je disais en introduction, en rigolant, oui, il faut s'inquiéter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien, aujourd'hui, on a tourné une page. C'est quelque chose de différent. Maintenant, les lancements il y a eu un lancement fait par l'Inde qui était en février de l'an dernier, où ils ont quand même lancé 150 satellites d'un coup. Bon, 150 satellites d'un coup, on n'avait jamais vu ça avant. Et ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fréquent. Pour placer 12 000 satellites en orbite, c'est N vols avec M satellites à la fois, un très grand nombre. Hein, et puis là-dedans, ils vont tomber en panne. Par exemple, Elon Musk a placé déjà les 60 premiers. Et sur les 60 premiers, il y en a 6 qui sont en panne déjà et qui redescendent. C'était un test pour les 1000 qui vont être envoyés plus tard. C'était le premier développement, oui. Mais déploiement. Si je comprends bien, parce que là, pendant 10 minutes, vous nous avez résumé les risques qu'il y avait à ne pas prendre en compte les débris spatiaux et l'espace qui est autour de nous. C'est-à-dire que ces personnes-là sont en train d'envoyer beaucoup de satellites sans prendre en compte ces risques ou dans la communication, ils disent quand même on fait attention, ça va, faut attention. Alors c'est même pas dans la communication, c'est vraiment dans le développement. Ils ont été très 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 prudents et ça, je leur tire mon chapeau parce que pour le moment, ils ont vraiment étaient très conscients des risques. Ils sont venus nous voir, ils ont discuté chacune des règles, ils ont dit qu'on allait probablement faire beaucoup mieux encore que eux allaient chercher à faire beaucoup mieux que notre réglementation. Bon, on verra. Par contre, pour le moment, c'est pas encore déployé. Là, vous avez voit une vidéo, oui. Une petite animation des objets. Donc en fonction de leur taille. En fonction de leur taille. Donc là, on en est à 40 cm. Voilà, et puis... ça augmente. Mais donc, là, on va rajouter des objets dans quelle gamme de taille? Des objets pas très gros, hein. Les CubeSats, c'est de l'ordre typiquement de 30 cm sur 10 sur 10. Mais les méga-constellations, disons, c'est une grosse machine à laver. Hein, ça peut être 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre et 250 kg. Et donc, est multiplié par 12 000. Là, on a bien quand même pris conscience du problème. Enfin, je pense en tout cas qu'on commence à prendre conscience du problème. On a des technologies qui nous permettent de faire beaucoup de choses avec des satellites et on a ce problème d'espace autour de la Terre. Est-ce qu'on peut arriver à continuer d'utiliser des satellites pour plus d'acteurs en arrêtant de prendre des risques? C'est vraiment la priorité, par exemple, du CNES. C'est vraiment d'arriver à fédérer les efforts au niveau international. On est très, très présent sur toutes les actions. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des groupes internationaux, mais ça, c'est vraiment la priorité du CNES. C'est vraiment expliquer, prendre notre bâton de pèlerin, expliquer ce qu'il faut faire, fédérer les efforts auprès de tout le monde, vérifier que c'est bien fait.
et éventuellement essayer de trouver ce qu'on peut faire quand c'est mal fait. On ne va pas les punir, mais il faudrait quand même trouver des manières un peu plus fortes. Par exemple, la France est le premier pays au monde à avoir une loi sur les objets spatiaux. Tous les autres, c'est des codes de bonne conduite, des règles générales. Nous, on a une loi, une vraie loi. Alors ça, peut-être que ça veut nous dire que le temps est terminé, peut-être pas. En tout cas, c'est le cas. Christophe Bonal, je pense que même si on a fait court, on a compris le message, c'est que l'espace autour de la Terre, c'est une ressource comme une autre et il faut en prendre soin et il faut réfléchir avant de l'utiliser. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion.